Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et on se retrouve enfin pour un nouvel hebdomadaire. Alors je dis enfin parce que ça fait très longtemps que j'ai pu faire un hebdomadaire et la raison est que mon mois de juin était absolument pourri niveau lecture, donc j'avais tout simplement rien à dire et si j'ai rien à dire, ça sert à rien de faire des vidéos, mais cette semaine j'ai de quoi parler parce que le mois de juillet a quand même bien mieux commencé. La première chose c'est qu'on va parler encore une fois de The Book of the New Sun de Gene Wolfe, donc j'ai déjà présenté pas mal de fois mais grosso modo, donc c'est de la science-fiction mais qui se lit un peu comme de la fantasy. Il y a une raison bien précise à cela mais que je ne vais pas spoiler. Donc c'est une série de 4 livres vraiment c'est 4 livres qui vraiment forment une seule histoire globale. Donc c'est pour ça que je l'ai dit quand même assez rapidement l'un après l'autre. Donc ici, mon mois de juin, ça a été essentiellement de lire celui-ci. De lire le volume 3. J'ai eu beaucoup de mal à lire le volume 3, dans l'ensemble il m'a quand même assez déçu. Ça va, donc on suit ici donc un personnage qui est issu de la guilde des bourreaux, donc il va exécuter des personnes, il va torturer des personnes, etc. Donc c'est pas nécessairement c'est une critique que je vois parfois que le personnage principal, on a du mal à s'identifier, etc., que c'est pas nécessairement un bon personnage, et non, c'est pas, ici on est vraiment dans des personnages gris, ça va, on n'est pas dans du grimdark ou quoi que ce soit comme ça, mais clairement le personnage principal, c'est pas nécessairement quelqu'un de bien, à proprement parler, c'est pas un héros, ça va, donc ça c'est une critique que je vois parfois où les gens s'attendent à lire un livre plus classique avec réellement un héros, ici c'est pas du tout le cas. Comme j'ai dit, il a été élevé et éduqué par la la guilde des bourreaux, et donc forcément il a certaines valeurs morales en lien avec cette éducation. Et donc voilà, donc c'est sûr que c'est pas votre héros typique à ce niveau-là. Mais comparé, donc mais par rapport à ce tome 3, j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que malheureusement dans le tome 3 il n'y a pas vraiment d'intrigue à proprement parler dans le tome 3. On voyage beaucoup, on va suivre Severian qui va voyager ici et il va rencontrer des personnes, il va y avoir pendant des moments sympas dans l'histoire, mais il n'y a pas réellement d'intrigue et c'est pour ça que j'ai eu du mal, j'ai vraiment pataugé. Et ce qui est en plus frustrant, c'est qu'il y a beaucoup de faux départs comme ça. Il y a beaucoup d'événements qui se passent et on se dit, ah ben voilà, ça y est, c'est le début de l'intrigue, c'est ça que le livre va traiter comme sujet. Et puis finalement non, soit c'est ignoré, soit c'est résolu directement en un chapitre ou deux. Donc c'est pour ça que c'est à chaque fois qu'il y a un truc intéressant qui se passe, ben, ça ne dure pas et on repart sur autre chose. Comme ça à chaque fois c'était un peu pénible à ce niveau-là et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à réellement rester concentré sur ce livre. Alors ensuite on va partir vers du fantastique français parce que ce week-end il y a eu une grosse promo, c'était All Star, OP All Star, je crois, quelque chose comme ça, qui est une promo qui est à travers plusieurs éditeurs français au point de vue livre numérique. Et donc les livres étaient à 2 €, j'en ai acheté plusieurs, mais on va en reparler après. Mais il y en a un que j'ai déjà lu, je l'ai lu dans la foulée, et c'est Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre. Alors ici, ce qui m'a plu, on est en réalité sur du young adult. C'est vrai, je ne savais pas au moment de l'acheter, mais je l'ai su avant de lire le livre, donc j'ai quand même pris ça en compte dans ma critique. Et aussi, c'est le premier livre de cette autrice-là. Donc on peut peut-être être un peu indulgent sur certaines choses, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont un peu déçu. Alors l'intrigue en elle-même, elle nous est vendue comme un journaliste. Ça va, donc on est dans une ville imaginaire qui est en pleine révolution industrielle. Et donc on nous vend ça comme un journaliste qui va venir enquêter sur une série de meurtres. Et donc tout de suite ça me fait penser à Rouletabille de Gaston Leroux que j'ai lu il y a plus de 20 ans maintenant. Mais c'est typiquement le genre de livre que personnellement j'aime bien, et donc je m'attendais vraiment à avoir un livre où vraiment l'intrigue était vraiment basée sur le mystère et l'enquête policière sur cette série de meurtres. Et ça l'est, mais malheureusement c'est quand même un peu trop simpliste pour que ça marche réellement. Surtout qu'on nous vend le personnage principal ici comme étant super observateur, super intelligent, et parfois il va faire des déductions vraiment très rapidement et parfois pas très réalistes.
Et puis pour certaines choses, il ne va pas nécessairement aller au bout de sa pensée. Et donc c'est un peu frustrant parce que le personnage devient un peu bête juste pour que le livre puisse continuer. Et en fait le truc c'est que assez tôt dans le livre il va y avoir un événement, ça va, et le nombre de personnes qui ont l'opportunité de le faire est très très limité. Et il le dit lui-même, il se rend compte que voilà, donc le personnage principal dit lui-même que voilà, il y a peu de personnes qui ont l'opportunité de faire ça, puis il continue pas sa pensée. C'était la première occasion qu'il avait pour réellement commencer à réduire la liste de suspects, ou même créer sa liste de suspects, et pourtant il ne va pas vraiment au-delà de sa pensée après ça. Et c'est un commentaire que j'ai fait à un ami, j'ai dit Rouletabille, il aurait résolu une enquête en 300 pages de moins. Parce que globalement, à partir de cet événement-là, on sait tout de suite qui c'est vraiment celui qui fait quoi. Et du coup, voilà, ça perd un peu de son intérêt après ça, d'autant plus que l'autrice ne nous donne jamais non plus de fausses pistes. C'est souvent quelque chose qui est fait beaucoup dans les enquêtes policières, etc. C'est de développer vraiment non seulement une liste de suspects assez large, ou donner plusieurs suspects, mais surtout mettre en scène des événements qui fait que on va peut-être partir dans une mauvaise direction. Et ici le problème c'est qu'on n'a pas tout ça parce que tout simplement l'enquête n'avance quasi pas quoi. On n'est pas sur une intrigue qui va se dévoiler au fur et à mesure du livre. Il va se placer plein de trucs, l'enquêteur va pas patauger pendant tout le livre, et c'est seulement à la fin où tout est révélé, mais on n'a pas vraiment cette enquête vraiment tout au long du livre. On a vraiment d'autres choses qui se passent dans l'histoire pour au final avoir la révélation de qui a fait quoi, mais on n'a pas vraiment, je trouve, cet aspect d'enquête où on va à chaque fois découvrir de nouvelles choses, avoir des suspects qui vont s'ajouter sur la liste, avoir des suspects qui vont être retirés de la liste, et où nous-mêmes on peut faire ce jeu avec l'enquêteur d'essayer de trouver qui c'est, tout simplement parce que, comme j'ai dit, j'ai pas l'impression que l'enquête, qu'il y a réellement une enquête à ce moment, il n'y a pas vraiment d'enquête dans le livre, parce que voilà, il se passe d'autres choses, il va y avoir des trucs qui vont être dévoilés, mais on n'a jamais réellement, comme je disais, des suspects qui vont et viennent hors de la liste des suspects, ou des événements qui vont vraiment essayer de nous donner la bonne voie ou la mauvaise voie. Il n'y a pas ce petit jeu qu'on retrouve d'habitude dans ce genre de livre, et c'est un peu dommage. Une autre chose qui m'a un peu déplu, c'est que l'autrice essaye d'ancrer son livre dans une sorte de réalité historique et scientifique. Enfin, dans le sens qu'on a, même si c'est une ville imaginaire, on tombe quand même dans une ville qui est semblable à ce qu'on a connu nous pendant la révolution industrielle. Mais du coup, il y a certaines choses qu'on a l'impression que c'est un peu que ça colle pas vraiment. Il y a des choses où on a parfois l'impression qui sont une avance technologique d'un siècle par rapport à notre propre révolution industrielle, et il y a des petites choses comme ça qui chaque fois ne collent pas, qui m'ont un peu dérangé. Et au point de vue scientifique aussi, elle essaye d'ancrer certaines choses dans notre science à nous, dans notre science réelle, en utilisant des termes que j'ai pas l'impression qu'elle comprend réellement. Alors j'ai pas réellement fait d'études scientifiques par rapport au supérieur en tout cas, mais j'ai été dans une option scientifique en secondaire. Et voilà, il y a quand même des termes qu'elle utilise qui sonnent faux en fait. Et donc ça c'est un peu dommage, ça m'a un peu sorti du livre à certains moments, et j'aurais préféré qu'elle aille vraiment à fond dedans et qu'elle crée toute une science complètement imaginaire, complètement nouvelle, plutôt que d'essayer d'ancrer ça dans une réalité scientifique qui au final n'a pas beaucoup de sens. Enfin, une troisième chose qui m'a un peu perturbé aussi, c'est un peu plus mineur ça, mais ici donc c'est un livre young adult, ça va. Et on a vraiment une dépiction du tabac et de la cigarette qui est un peu problématique pour moi dans un livre young adult à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal qui va fumer assez souvent. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un trait de personnalité au final de fumer comme ça. Et il y a qu'un seul moment, il y a un moment où un personnage va quand même faire la réflexion que voilà, fumer c'est pas mon point santé, etc. Et le personnage principal s'en fout un petit peu quoi. Et donc c'est un peu dommage, je trouve que c'est complètement facultatif d'avoir un personnage comme ça qui fume tout le temps, et où on a cette dépiction
du tabac entre guillemets pour ce personnage principal là, et donc c'était pas nécessaire et ça peut poser question à l'heure actuelle d'avoir vraiment cette dépiction du tabac comme ça dans un livre young adulte. Alors comme je le disais, ici on est dans un livre young adulte, donc je ne suis pas vraiment le public cible, donc je vais peut-être avoir des réflexions et des attentes qui est différentes du public cible, mais quand j'étais jeune ado, j'ai lu j'ai lu tous les Maurice Leblanc, les Arsène Lupin, etc. Tout ce qui était Gaston Leroux, etc. Des enquêtes policières comme ça, des Agatha Christie, j'en ai lu aussi pas mal. Des enquêtes policières comme ça, j'en ai lu pas mal quand j'étais jeune ado. Et globalement, c'est quand même des trucs qui étaient plus complexes que ceci. Donc pour moi, c'est vraiment le point faible du livre. Malheureusement, c'est vraiment cette enquête policière qui n'en est pas réellement une. Donc c'est un peu dommage que ce livre-là nous soit vendu comme cela, comme un mystère où l'intrigue, c'est vraiment qui commet les meurtres, etc. Et au final, le genre du livre n'est pas réellement ça. On est plus dans une histoire beaucoup plus classique. Où l'enquête n'est pas réellement le sujet principal du livre, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc voilà, au final, quand même un peu déçu. Il y a un deuxième tome. Ici, on a quand même premier tome complet, l'histoire complète. On a un petit épilogue qui fait le setup pour le livre 2, mais l'histoire est contenue dans ce tome-ci. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, donc, il y a un tome 2. Personnellement, le tome 2, je ne l'achèterai pas, je ne lirai pas. Alors enfin, troisième livre terminé, qui est un genre complètement différent, mais Action Comics 80 Years of Superman, donc c'est une édition collectée ici, donc de différents comics de toutes les éditions, pardon, donc de Action Comics, donc c'est le Superman en lui-même a commencé dans des journaux, donc c'était un comic strip, donc c'était que quelques cases dans les journaux, et puis finalement il a été édité dans Action Comics chez DC Comics avec des histoires beaucoup plus grandes, pas juste des comic strips, mais tout réellement une histoire de plusieurs planches. Et donc ça a commencé maintenant il y a 90 ans. On approche des 90 ans. Je pense que c'est en 38 que ça a commencé les Action Comics. Mais donc ici pour les 80 ans, il a sorti cette édition collectée qui reprend pas mal de comics importants dans l'histoire de Superman et des comics de Superman. Mais alors c'était pas mal. Il y a chaque fois, il y a pas mal, donc on retrouve les comics importants, comme je dis, donc le premier comics avec Superman, première apparence de Supergirl, première apparence de Brainiac, etc. Donc tous les trucs importants comme ça. Et on a à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais on a quand même assez souvent des passages où des éditeurs, des auteurs, etc. impliqués dans la série Action Comics viennent donner un peu le contexte historique de différentes choses. Donc c'était assez instructif. C'est pas mal. Au niveau de la collection des comics, c'était sympa. Ils sont pas tous excellents, ça va, mais c'est un échantillon assez représentatif des différentes époques des comics américains, puisqu'il y a eu vraiment différentes époques. On a eu le Golden Age, Silver Age, Bronze Age, etc. l'époque moderne, qui ont chacun leur particularité, et c'est vraiment un bel échantillon des différentes époques qui ont existé au niveau de l'édition à ce niveau-là. Le seul truc qui m'a surpris, c'est de ne pas avoir retrouvé le comics de la mort de Superman, qui était quand même un comics assez important. C'est un événement quand même assez important dans la vie de Superman en bande dessinée comme ça. C'est sa mort, hein, puisque DC Comics est quand même resté quasi 1 an sans avoir le personnage de Superman dans son comics. Donc c'était quand même un événement majeur. Ça m'a surpris de ne pas le retrouver ici. J'aurais bien voulu le relire, puisque je l'ai déjà lu au moins 2 fois, et il n'est pas présent ici. Alors peut-être que l'explication c'est que la mort de Superman n'était pas paru dans l'Action Comics, puisqu'ici c'est chaque fois des comics qui sont parus dans la série Action Comics. Et il faut savoir que Superman a eu plusieurs comics avec lui comme personnage principal, puisqu'on avait The Man of Steel par exemple, on avait tout simplement le comics Superman aussi qui était édité, et où souvent des événements comme ça se passaient à travers toute la série de comics qu'ils avaient. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas retrouvé ici, parce que le comics final de la mort de Superman n'est pas paru dans l'Action Comics. C'est toujours possible qu'il soit paru dans la série Superman, j'avoue ne pas avoir vérifié, mais donc dans l'ensemble assez content de l'avoir lu. L'objectif ici c'était de relire ce recueil avant d'aller voir le nouveau film qui sort ce mercredi en Belgique, et donc c'est chose faite, puisque donc je l'ai terminé ici avant d'aller le voir, et mes places pour aller voir le nouveau film sont d'ailleurs déjà
acheté, mais on n'est pas ici pour parler cinéma. Alors, on va passer au livre en cours. Et le premier que je vais parler, c'est aussi un livre numérique que j'ai acheté le week-end, qui est en promo, et il s'appelle Les Derniers Parfaits, de Paul Beorn. Alors ici, je l'ai commencé, j'ai lu qu'un seul chapitre, mais ce premier chapitre m'a quand même assez bien plu, le style auteur, etc. m'a très bien plu. Et grosso modo, donc on est dans du fantastique, on est dans un pays en guerre, et donc on trouve des esclaves qui étaient utilisés pendant le siège d'une ville. Et on va avoir 4 esclaves qui vont réussir à s'échapper. Et donc je suppose que le livre, on va suivre ces différentes bandes d'esclaves qui sont devenues complètement hors la loi maintenant. Et voilà. Et je ne sais pas exactement le reste de l'intrigue. Comme j'ai dit, j'essaie d'aller toujours dans ce genre de livre, j'essaie toujours d'y aller assez aveuglément. Ça va. Donc voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant, j'ai lu qu'un seul chapitre, mais voilà, ça a l'air d'être assez... je ne vais pas dire que c'est du grim dark, j'ai pas encore lu suffisamment pour le savoir, mais en tout cas, l'auteur n'hésite pas à nous montrer en tout cas des choses violentes à ce niveau-là, donc à voir. Mais comme je l'ai dit, le premier chapitre a fait son boulot, et honnêtement, j'espère pouvoir le continuer incessamment sous peu. Mais ce qui va peut-être m'empêcher de le continuer, c'est ici le livre 4 de Book of the New Sun. On en reparle encore. J'ai commencé le 4e tome. Comme j'ai dit, le tome 3, je ne l'ai pas super aimé, donc j'étais un peu hésitant à commencer le tome 4, mais finalement j'ai bien fait, puisque en une fin d'après-midi, en une soirée, j'ai lu plus de 100 pages, donc j'ai lu un tiers du livre en une journée, ce qui est très rare pour moi, surtout que c'est pas une lecture hyper facile, hein. C'est une lecture où on doit chaque fois tout décrypter dans le livre, c'est parfois assez fatigant à lire d'ailleurs. Mais ici, ce tome 4 commence bien mieux, en tout cas le début du tome 4 est bien mieux que la fin du tome 3. Et on va avoir des choses intéressantes qui se passent. Il n'y a pas encore vraiment d'intrigue à proprement parler non plus dans celui-ci, mais on a des personnages intéressants qui ont fait leur apparition. Donc rien que ça attise déjà un peu la curiosité. Et surtout, on commence tout doucement à avoir un élément de réponse. On n'a pas des réponses concrètes. Je pense pas qu'on va avoir réellement des réponses explicites et concrètes. C'est pas ce genre de livre. Mais on a quand même des éléments de réponse à certaines questions qu'on se posait depuis quasi le début de la série. Donc ça commence un petit peu le voile commence à se libérer un petit peu plus. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant à lire et agréable à lire. Et donc j'avoue que celui-ci, j'espère quand même le finir cette semaine du coup, et j'espère que le reste du livre va rester du même acabit que le début du livre, parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment dévoré ici 100 pages en une fin d'après-midi et une soirée, ce qui est très rare pour moi de lire autant que ça. Alors au niveau des autres achats, donc comme je l'ai dit, j'ai acheté 5 e-books ce week-end-ci, donc Le Maître de l'Anarchie de Marie Fabre, Les Derniers Parfaits donc de Paul Beorn, on en a parlé. J'ai aussi acheté Le Cercle des Géographes de Ina Steele. J'avoue, je pense qu'on est dans du fantastique. J'y ai pas été beaucoup plus loin, j'ai simplement vu que c'était une autrice belge, donc je l'ai mis pour tester. Comme j'ai dit, ils étaient tous en promo à 2 € le livre, donc je ne perds pas grand chose à tester tout ça. Donc Le Cercle des Géographes, a priori on est sur du fantastique, on est aussi sur du YA. Encore une fois, je ne savais pas en l'achetant, mais maintenant je le sais, mais on verra ce que ça donne. Un printemps de sang de Fabien Ceruti. Alors là on est ici sur un livre que a priori on pourrait penser que c'est de la fiction historique, parce que ça se passe pendant la guerre de 100 ans, avec la guerre franco-anglaise. Mais quand on lit le reste du résumé, il y a de la magie, il y a apparemment un dragon aussi. Donc je ne sais pas si on peut vraiment qualifier de fiction historique, vu qu'on part quand même assez fortement vers du fantastique. À voir, mais en tout cas le petit résumé qui est fait, je sais même plus c'est quoi le résumé, je pense qu'il y a un complot politique dans l'histoire. Je pense que c'est ça, quelqu'un veut assassiner un duc, ou quelqu'un a assassiné un duc, ou quelque chose, et ça fait partie d'un complot politique. C'est quelque chose comme ça, encore une fois. J'essaye d'aller vraiment de manière assez aveugle dans mes livres, donc une fois que je lis certaines choses qui me plaisent, je lis pas plus loin que ça. Donc voilà, à voir. Et enfin, donc le 5e que j'ai acheté, c'est Passer sans silence de Andrea Mangold. Alors ici on est apparemment donc sur un écrivain dans le livre, un écrivain fictionnel dans le livre, qui commence à écrire son autobiographie, mais qui, à cause de sa démence ou peut-être d'un Alzheimer ou quelque chose comme ça, et ce n'est pas précisé ici dans le résumé, mais va commencer à confondre son propre passé
avec le passé fictionnel qu'il a écrit pour ses personnages. Et donc il va commencer à confondre sa vie et la vie des personnages qu'il a créés au long de sa carrière d'écrivain. Et c'est un thème qui m'a assez attiré parce que personnellement, j'ai eu un grand-père qui a fini sa vie avec une démence, avec un Alzheimer. Donc c'est un sujet qui m'est assez proche à ce niveau-là. Donc faut voir comment le sujet est traité. Forcément, mais j'avoue que c'est un peu à cause de ça que qu'ici le livre m'a attiré, et je pense qu'il y a peut-être certains messages qui peuvent être faits passer à travers ce texte qui seraient pas mal à ce niveau-là. Donc à voir comment le sujet est traité, mais c'est aussi donc un livre qui a piqué ma curiosité à ce niveau-là. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, que ce soit bon ou mauvais, tout est bon à prendre. Même un emoji, moi ça me permet de savoir que je ne parle pas complètement dans le vide. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Le personnage central qui fume tout le temps, on a vraiment c'est un peu un trait de personnalité ici, où il va réellement fumer. Je pense que c'est adressé une seule fois dans le livre, où il y a un autre personnage qui lui dit que c'est mauvais pour la santé. Alors comme j'ai dit, ici c'est un livre young adulte. Je ne suis pas le public cible réellement, mais quand j'étais young adulte, quand j'étais jeune ado, j'ai lu pas mal de